Bonjour Yu, nous sommes le 3 janvier. Alors nous avons eu notre première conversation hier, le 2 janvier. Et ce que je vais faire, moi, c'est ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire pour aller vite, j'enregistre sous forme de vidéo. Et puis, si finalement j'ai dit quelque chose qui me paraît intéressant, je demande à une personne qui fait des retranscriptions d'écrire le texte. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais parler de deux choses. Je vais parler donc du cheval blanc de Kung Sung Lun. Et puis je vais parler de ce petit texte qui s'appelle PVSNP Problem, qui se trouve sur le site clé auquel tu m'avais renvoyé par une référence. Et en fait, je vois que dans la définition du problème sur Wikipédia, ils ont recopié entièrement ce qui était écrit ici, l'exemple. Suppose that you are organizing housing accommodation. Voilà, supposons que tu dois arranger donc l'hébergement d'un certain nombre de 400 étudiants. Bien, alors, première remarque, j'ai relu aussi le texte qui t'a conduit à m'appeler au départ, en janvier, il y a exactement un an, en janvier 2020, et c'est donc ce petit texte que j'avais écrit sur mon blog sur le cheval blanc. Je suis bon souvenir, je l'ai écrit au moment où j'étais en Chine, il y a une photo effectivement de quelque chose que j'ai dû voir aux environs de Pékin, un tombeau impérial avec ces chevaux qui sont là. C'est en voyant ce cheval blanc que j'ai repensé à quelque chose que j'avais lu bien plus tôt, au début des années 80, le livre de Chat Hansen qui s'appelle Language and Logic in Ancient China, Ann Arbor 1983, Chat Hansen. Je l'ai perdu et donc je l'ai recommandé hier. Je vais le retrouver parce que bon, dans mon livre dans deux de mes livres, dans Principe des systèmes intelligents, publié en 1983, et dans Comment la vérité et la réalité furent inventées, je renvoie à des choses que dit Chat Hansen. C'est un livre qui m'a beaucoup servi. Alors par ailleurs, depuis hier, j'ai commencé à relire les passages donc ce livre-ci qui s'appelle Chinese Studies in Chinese Philosophy and Philosophical Literature de Graham. C'est publié par SUNY Press, State University of New York Press, en 1986. Bon, j'ai un reprint de 1990. Et donc, il y a une centaine de pages qui sont consacrées à Kung Sung Lun. Et voilà. Donc, Graham dit qu'il a consacré un premier article en 1964 à ça. Il y avait déjà quelques personnes, en particulier un logicien avec un nom polonais, qui s'était intéressé à cette question et qui avait essayé d'aborder le problème en termes de logique formelle. Spontanément, lui, Graham, qui est plutôt un philosophe, il a traité le problème en termes d'universaux et de particuliers. C'est ce qu'il dit. Alors il dit qu'il a lu le texte de Chat Hansen, qui lui est essentiellement en termes de tout et de partie. Et il a dit que finalement il s'est convaincu que c'était sans doute la meilleure approche, en particulier après avoir lu chez Kung Sung Lun la partie sur la droite et la gauche. Et à partir de ça, il se dit donc l'approche en termes de droite et de gauche, à partir du caractère chinois qui représente un ou plus deux sous forme soit de deux traits horizontaux, soit de deux traits verticaux, que c'est sans doute la bonne approche en termes de tout et de partie. Bon, alors j'ai regardé comment moi j'ai spontanément abordé le sujet. Je l'avais abordé, non, je n'ai pas regardé comment j'avais abordé le sujet. J'ai regardé comment je l'avais résumé dans ce petit texte donc, qui s'appelle Un cheval blanc n'est pas un cheval, ou je ne sais quoi. Comment je vais appeler ça? Un cheval blanc chinois n'est pas un cheval. Voilà. 5 avril 2007. Quand je suis revenu de mémoire sur le sujet,
parce que je n'avais pas ma documentation en Chine, là où j'étais dans mon hôtel à Shanghai ou à Pékin. J'ai fait ça de mémoire à partir de ce que j'avais lu donc une vingtaine d'années auparavant. Et en regardant ce que j'ai fait spontanément, c'est que je suis parti de l'idée qui a chez Van der Merch d'un principe. Parce que pourquoi Van der Merch? Parce qu'il parle de cette idée qu'il y a un seul principe pour le rat des champs et pour l'alouette. Parce que dans les champs, il y a soit en hiver des rats et pas d'alouettes, et l'été, il y a des alouettes et pas des rats, et donc il y a un principe cyclique. Et il y a donc un principe qui est de métamorphose, de transmutation, où un principe se manifeste en été sous la forme d'un oiseau et en hiver sous la forme d'un rat. Et donc j'ai repris ce mot de principe. Et j'ai expliqué que, voilà, je dis que, en fait, la meilleure façon d'aborder la manière dont le problème est posé par les Chinois, c'est à partir du partitif en français ou en anglais. Voilà. Grain, par opposition à some grain, ou some grains plutôt. Du grain, voilà. Et alors je donne un exemple en disant il y a du printemps dans l'air, comme on dit, c'est-à-dire que le principe du printemps est en train d'apparaître. Même si on n'est pas encore au printemps, le principe printemps apparaît. On dit, voilà, en français, on dit il y a du printemps dans l'air. Et on peut dire aussi, voilà, donnez-moi du grain. C'est pas une quantité particulière, c'est du partitif, dans ce cas-là, c'est une substance. Bon. Alors, Aristote, bien entendu, lui, il distingue bien entendu la substance et les qualités. Voilà. Alors, la différence entre substance et qualité, elle correspond bien en chinois à celle de pénétrable et non pénétrable. Voilà. La substance, c'est du non pénétrable, la qualité, c'est du pénétrable. Et donc, sur une substance non pénétrable, comme une pierre, on peut déposer, voilà, on peut la peindre en blanc, on peut la peser, on peut la faire s'entrechoquer avec autre chose, on peut mettre un morceau de pierre à côté, à droite ou à gauche d'une autre pierre ou d'un autre objet, et ainsi de suite. Ça, c'est-à-dire appliquer donc des qualités au sens d'Aristote, dont les catégories d'Aristote, à côté, devant, après, en quel nombre, de quelle couleur, voilà, tout ça, ce sont donc des catégories d'Aristote, c'est-à-dire en fait des prédicats qu'on peut mettre dans la phrase à propos de quelque chose qui est une substance. Et alors, bon, c'est le problème au Moyen-Âge dans la scolastique occidentale. Comment faire pour une substance, comment parler des noms abstraits qui n'ont pas proprement parlé de substance, et donc ça conduit à ces querelles, comme la querelle combien d'anges peut-on mettre sur la pointe d'une aiguille. Si les anges ont une substance, à ce moment-là, on ne peut en mettre qu'un nombre fini, même si c'est un nombre très 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 grand. Si les anges ont une substance, on peut mettre peut-être, je ne sais pas, 1,283,998 anges sur la pointe d'une aiguille. Sinon, aucune substance, à ce moment-là, on peut en mettre une infinité, bien entendu. La question est importante au Moyen-Âge. Que peut-on dire quelque chose de légitime qui n'aurait aucune substance? C'est la question des noms abstraits. C'est ça qu'on essaie de résoudre avec cette disputation sur ces choses-là. Et alors est introduite, et ça vient en fait de l'alchimie, la notion de substance éthérée, c'est-à-dire une substance dont la présence matérielle est infinitésimale, on dira ensuite, quand on a lors de l'invention du calcul de l'analytique, du calcul différentiel par Newton et Leibniz.
il y a cette idée qui restera donc de substance éthérée, et c'est la notion qu'on retrouve toujours chez Lorentz comme étant l'éther. Est-il possible que la lumière se répande sans substrat? Et donc chez Lorentz, il y a toujours l'éther, et c'est Einstein qui fait sauter l'éther. Oui, la lumière peut se transmettre sans qu'il y ait un substrat dans lequel elle se propage, contrairement au son qui a lui besoin effectivement qu'il y ait comment dire, qu'il y ait de l'air pour qu'il se transmette. Voilà, donc donc mon approche spontanée à moi, c'est de ne pas me prononcer, c'est d'essayer de retrouver une notion. Et tu me poses tout de suite une question en me disant, mais c'est quoi ce principe alors? Et là, je te dis, bon, ça ressemble fort à ce qu'on appelle l'essence dans la philosophie occidentale, une essence. Voilà, c'est quelque chose qui est là. Mais en chinois, il y a une différence avec nous. Parce que nous savons, par exemple, et ça c'est lié au fait que les Grecs savent qu'ils ont des voisins qui sont des Perses, et que les Perses utilisent un autre mot pour parler des mêmes choses. Et donc, il n'y a pas d'idée chez les Grecs que le mot aurait une liaison à proprement consubstantielle avec la chose. Alors qu'en chinois, il me semble que le caractère qui dénote le serpent fait partie de la nature même du serpent, d'après ce que j'ai pu comprendre en regardant la philosophie chinoise. On considère que, de même que le serpent n'a pas de pattes, qu'il a des grandes dents, qu'il peut avoir du venin, le fait qu'il soit représenté par tel caractère fait partie de sa nature. Bien, ça c'est bon, lié au fait que la Chine c'est l'empire du milieu, et que tous les autres on ne sait pas trop comment ils font, et que ça n'intéresse pas fort d'ailleurs de toute manière. Donc là une différence aussi. Alors dans ce que je dis, j'utilise aussi, je m'aperçois que j'utilise aussi une notion différente, qui est donc une notion je dirais de logique, compréhension et extension. Alors, est-ce qu'on parle d'une chose à partir de son concept, et qui pourrait être donc son signe, son caractère en chinois, ou bien est-ce qu'on parle de quelque chose de dénombrable, qu'on peut compter, et et qu'on peut définir simplement en disant ben, ce sont les 24 choses qu'il y a ici. Donc un peu, je dirais, dans le terme de théorie des ensembles. Donc cette notion d'extension et de compréhension, je l'utilise pour préciser ma pensée à partir de l'idée du principe qui serait donc le partitif en anglais et en français. Je dis oui, mais il y a aussi une question. C'est à propos voilà. En compréhension, on peut dire du cheval plus du blanc, ça fait quelque chose de plus gros, puisqu'il y a deux principes qui sont évoqués, par rapport à du cheval. Bon. Mais du point de vue de l'extension, il s'agit d'une restriction. Il s'agit d'une restriction, c'est-à-dire que donc en fait on opère une partition dans l'ensemble cheval. Dans l'ensemble cheval, on prend le principe couleur, et à partir du principe couleur, on peut obtenir une partition complète de l'ensemble cheval. Bon. Et là, du point de vue donc de l'extension, on peut dire l'extension, voilà, ce sont ces chevaux-là qui sont blancs et qui ne sont pas jaunes, etc. Et donc ce qu'opère blanc, jaune, gris, et la couleur, c'est une partition complète, donc elle répond aux critères de la partition. Il n'y a pas de catégorie vide, il n'y a pas de couleur. Ah, peut-être, si, du point de vue de la couleur. Il y a des catégories vides, parce qu'il y a des couleurs rouge, vert, où il n'y a pas de représentant du cheval. Mais par ailleurs, il n'y a pas du point de vue de la couleur, un cheval n'appartient pas à deux couleurs distinctes. Voilà, il est soit jaune, soit... on pourrait peut-être dire, oui, il est jaune mais pommelé, en ajoutant à ce moment-là des catégories qui en fait se recoupent.
Et à ce moment-là, on n'a plus évidemment une partition qui soit complète. Bon, voilà donc pour d'avoir relu le texte que tu as vu toi en premier et qui est donc une réflexion sur cheval blanc n'est pas un cheval. Alors pourquoi je perds ma vidéo? Bon. Donc ça c'est une chose. Il y a encore quelque chose que je voulais dire. Ah oui, moi aussi je n'ai encore relu aucun commentaire de Kung Sun Lun sur la droite et la gauche. Je vais lire ça et je vais voir si ça me permet d'affiner ce que je viens de dire là. Bon, alors ce dont je veux parler maintenant, c'est donc de ma première impression d'avoir lu ce texte de la Clay Organization sur la manière dont il nous caractérise de manière, je dirais, intuitive, donc pas de manière formelle, il n'y a pas d'équation là-dedans, le P vs NP problem. Et là, j'ai l'impression, je vais essayer de dire ce que je comprends et de dire où il me semble a priori qu'il y a des difficultés. Qu'il a des difficultés dans la manière dont le problème est posé. Et je viens de regarder très rapidement les textes que tu m'as envoyés, qui sont sur ton blog en anglais. Je vais les lire et ça va me permettre sûrement de raffiner. Mais ce que je veux faire, c'est donner ma première impression. Parce que je sais bien, quand je regarde des choses que j'ai écrites sur un sujet qui m'est tout à fait neuf, dans ma première impression, il y a des choses que je reprends par la suite et qui me paraissent importantes et qui peut-être sont des choses qui ont échappé à d'autres personnes. Donc, la manière dont ce problème est posé, on nous est dit qu'il a été posé pour la première fois de manière simultanée par Stephen Cook et par Leonid Levin en 1971. On ne nous dit pas exactement comment ils ont posé le problème, mais moi je vais prendre simplement ce que je vois là et qui est donc cette caractérisation du problème à partir d'un exemple particulier, comment organiser l'hébergement de 400 étudiants dont on ne peut en fait héberger en réalité que 100, et avec une contrainte, ce que j'appelle une contrainte, c'est qu'on ne peut pas mettre dans le même espace des deux personnes dont la liste a été établie par ailleurs. Bon, alors, on nous dit que c'est un exemple de manière typique de problème non P. Bon. Et pourquoi c'est un exemple typique de problème non P, dit-on? Parce qu'il est facile de vérifier si les contraintes sont remplies. Met, en anglais, je ne sais pas comment dire en français, si les conditions sont remplies, oui, si les conditions sont remplies, si les contraintes sont respectées, c'est facile de le faire, je crois comprendre, par un être humain, et alors qu'un ordinateur, une machine, on va dire une machine, ne pourrait pas faire comme un être humain et devrait essayer de résoudre le problème from scratch, à partir de rien, d'une manière qui fait que le calcul impliquerait des opérations plus importantes en nombre que le nombre d'atomes dans l'univers, etc. Et je vois que c'est une chose auquel ces mathématiciens font souvent, et bon, en informatique théorique, ils font souvent appel à ça, c'est de dire un nombre d'années plus grand que la durée de l'univers, un nombre plus grand que le nombre d'atomes. C'est une chose qui les impressionne. Ils font intervenir, ça je le dis tout de suite, des considérations de physique ou de cosmologie même, comme étant un critère. Moi, ça ne me paraît pas, voilà, en tant qu'anthropologue, philosophe, ce n'est pas un critère qui me paraît un critère solide. De la même manière, quand ils disent compliqué ou très dur, très difficile à faire, tout ça, ce sont des considérations d'ordre pragmatique et je ne vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Je vois bien qu'il y a une comparaison. Il y a une comparaison entre ce que la machine pourrait faire, qui serait très très long et très compliqué et qui dépasserait les limites de l'univers, et puis ce qu'un être humain peut faire, lui, par une simple comparaison, par une simple vérification. Donc il y a cette idée d'un côté de calcul,
Et la machine apparemment ne peut faire que des calculs. Et puis il y a quelque chose qui est une vérification et dont on nous dit que c'est quelque chose qui souvent est très simple pour un être humain. Donc il y a, je lis déjà là-dedans, une représentation dualiste de type, je dirais, classique en Occident, c'est-à-dire que l'homme a une âme et n'est pas simplement matériel, et que cette âme lui permet de faire des choses que la machine ne peut pas faire. Je réfléchis parce que je suis interrompu, parce que je pense à Penrose. Je vois souvent chez Penrose des choses de cet ordre-là. Cette idée qu'il y a quelque chose en plus, voilà, qu'il y a quelque chose qui est l'esprit. Et alors chez lui, et c'est avec cette idée de, voilà, comment dire, il y a des effets quantiques dans des tubules ou je ne sais plus quoi, qui expliquent comment l'esprit peut en fait connecter avec la matière. Moi, je suis un matérialiste et donc, quand je vois des choses comme ça, tout de suite, je tique, je sursaute, je dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire? Bon, parce que par ailleurs, bon, je suis un informaticien, j'ai fait beaucoup de programmation. Et quand on me dit l'être humain peut faire un processus de vérification que la machine ne peut pas faire, là aussi je réagis. Je dis non, moi je peux, si le problème c'est de comparer deux listes, moi je peux vous faire un logiciel qui compare deux listes. Voilà, je peux le faire aussi. Alors, ça implique peut-être que, voilà, qu'il y ait comment dire, qu'il y ait un système de capteurs qui fasse que la machine, bon, soit un robot d'une certaine manière, qu'elle lise un texte, qu'elle traduise ce texte sous une forme utilisable numérique, qu'on puisse réduire à une suite de 0 et de 1. Et par conséquent, je ne vois pas pourquoi on me dit que la machine peut faire un certain nombre ne peut faire que des calculs apparemment, je dirais, extrêmement mécaniques et sans la moindre réflexion, et qu'un être humain peut faire quelque chose de très différent. Moi, il me semble que je peux, si on me dit qu'il y a un processus de vérification que les humains font et qui est beaucoup plus rapide que ce que fait la machine de son côté, je dis je vais vous faire moi un logiciel qui fait ce que fait l'être humain et qui ira beaucoup plus vite que ce que fait l'être humain, puisqu'il ira à la vitesse de 200 000 km à la seconde à l'intérieur de l'ordinateur, puisque ça va un peu plus lentement que la vitesse de la lumière. Mais moi, je peux vous écrire un logiciel qui fera la même chose que l'être humain. Donc, cette différence, elle semble renvoyer la différence entre les deux, entre le processus de vérification et le processus de calcul. Il me semble qu'on renvoie à ça comme étant, d'un côté, pour la machine, des machines de Turing déterministes, et cette idée d'une procédure de type humain qui impliquerait éventuellement qu'on s'arrête, qu'on regarde quelque chose, qu'on reparte, etc. Il me semble qu'on caractérise ça comme étant une machine de Turing non déterministe. C'est-à-dire que cette intuition de l'humain, il y a cette idée sous-jacente, et je crois que je vais m'arrêter là, il y a cette idée sous-jacente que je vois déjà, qu'une machine est apparentée à une machine de Turing déterministe, et que l'être humain, parce qu'il a un esprit, parce qu'il a une âme, c'est pas dit comme ça explicitement, mais on le voit apparaître en arrière-plan, parce qu'il a une âme, parce qu'il a un esprit, ne pourrait être émulé, comme on dit en informatique, il ne pourrait être émulé que par une machine de Turing non déterministe. Bon, voilà. Alors, je dis, j'arrête là. Et maintenant, pas maintenant parce que j'ai autre chose à faire sur de l'anthropologie, mais tout à l'heure, je vais lire les papiers sur ton blog et je ferai peut-être une vidéo ou non, mais ça va être ma manière à moi, voilà, de consigner de manière rapide, comme c'est comme autrefois, c'est comme le directeur qui dictait quelque chose à sa secrétaire. Je vais mettre ça sous la forme de petites vidéos. Comment est-ce que je vais appeler ces petites vidéos? Je vais leur donner un nom, je vais leur appeler un P n'est pas un non-P blanc. Voilà. Allez, à bientôt. Il faut que je retrouve mon... Voilà.